Bonjour à tous, je m'appelle Laurent Crinon et je suis Solution Architect au sein du service Alexa Voice Service. Et mon rôle est d'accompagner nos différents partenaires pour intégrer la technologie d'Alexa. Et donc je vais parler aujourd'hui de cette technologie et comment intégrer ce service au sein de vos produits. Ma présentation sera suivie d'une intervention de François Lefebvre, qui est directeur de programme chez Orange pour le programme Jingo. Et on a travaillé ensemble pendant quelques mois pour ajouter Alexa aux enceintes Jingo qui sortiront dans quelques mois. Donc tout d'abord un peu d'histoire, comment est né Alexa. Donc un jour, un dénommé Jeff B était dans son canapé. Il venait de regarder son film préféré, Star Trek, et il s'est pris pour Captain Kirk, et il s'est adressé à sa chaîne IFI en lui demandant de jouer de la musique, donc jouer la musique de l'Odyssée de l'espace. Évidemment, à l'époque, ça n'a pas marché, mais l'idée était née. Il avait quelques équipes R&D sous la main, donc il leur a demandé de plancher sur le sujet. Et en 2014 est né ce produit. Donc c'était la première enceinte connectée. Au départ, l'utilisation principale était la musique, c'est ce qu'il avait demandé à ses équipes. Mais depuis, elle est devenue très populaire et le service a grandement évolué. On peut aujourd'hui lui poser des questions de culture générale, interagir avec des objets, consulter la météo, commander un taxi, raconter des blagues. Et on a des nouvelles fonctions un peu tous les jours. Pour concrétiser cette idée d'Alexa ambiante ou d'ambient computing qu'il avait vu dans Star Trek, on a détaché le service du produit. Donc le service d'Alexa n'a plus été exclusif au produit Echo. Il a été mis dans différents produits dont vous pouvez voir un panel ici. Donc c'est aussi bien des enceintes comme les Alexa, mais aussi des thermostats, des radios, des soundbars, des tablettes. Donc on a adressé un certain nombre de segments en fournissant la technologie Alexa dans ces 10 produits. Notre vision, c'est que la voix est la manière la plus naturelle d'interagir avec la technologie. Donc l'idée, c'est d'abstraire toute la complexité de cette technologie et de rendre les choses qui ont l'air compliquées faciles. Vous vous rappelez sûrement avant les années 2007 qu'il n'y avait pas de smartphone. Moi, quand je raconte à mes enfants que c'était le cas, ils me regardent avec des grands yeux et ils se demandent comment on faisait. Je pense que dans 10-15 ans, ça sera un peu la même chose avec la voix. On se posera la question, comment est-ce qu'on jouait avec ces différents objets, comment on commandait ces différents objets sans avoir l'interaction vocale. On se donne rendez-vous dans 15 ans, on verra si ça a été concrétisé, mais je pense que, vu l'accélération de la technologie, je ne pense pas avoir forcément tort. En France, vous avez sûrement suivi les annonces qu'on a faites entre juin et décembre, et maintenant. On a lancé un certain nombre de produits sur le marché français. Donc aussi bien sur un segment tel que les set-top box avec la Freebox, que des speakers qui ont été lancés ou annoncés, tels que le Virtuose de Boulanger ou bien l'enceinte Jingo de Orange, des thermostats avec Sowi, ou bien des tablettes avec Lenovo. C'est pour en citer qu'un petit panel. D'autres seront annoncés au fur et à mesure des mois. Donc les interactions sont plus limitées uniquement aux enceintes. Et on va voir maintenant comment ça marche. Comment est-ce qu'on interagit avec Alexa concrètement. Donc quand on dit que Alexa est intégré à un produit, ça ne veut pas dire que Alexa est dans le produit. Alexa réside dans le cloud, donc toute la puissance est dans le cloud. Ce qu'on intègre dans le device, c'est un composant software qui va permettre de faire cette connexion avec le cloud. Donc par un exemple simple, quand un utilisateur demande par exemple, est-ce qu'il va pleuvoir demain ou est-ce qu'il me faudra un parapluie demain, qu'est-ce qui se passe?
D'abord, on envoie l'enregistrement de la voix de l'utilisateur vers le cloud, donc vers le service Alexa. Le premier composant qui va prendre la main, c'est ce qu'on appelle l'ASR, donc le Automatic Speech Recognition, qui va être chargé de transformer ce flux audio en texte. Donc c'est vraiment la première étape. Ce flux audio, ce texte va être ensuite passé à la NLU, ou Natural Language Understanding, qui va être chargé d'essayer de comprendre comment, qu'est-ce que l'utilisateur veut. C'est la partie la plus complexe, qui nécessite le plus de moyens de puissance, parce qu'on aurait pu poser la question de plein de manières différentes, il faut que ça tombe sur la même chose à la fin. Donc j'aurais pu demander, est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il me faut un parapluie, est-ce qu'il me faut un impair, etc. Donc la NLU va traduire la demande de l'utilisateur en un domaine qui va lui permettre de déterminer dans quelle base de données taper pour avoir la réponse, en une intention, donc en l'occurrence la pluie, est-ce qu'il va pleuvoir, et là pour cet exemple-là, il va falloir aussi déterminer quand. Donc j'aurais pu demander dans une semaine, dans 2 semaines. Donc en l'occurrence pour demain. Une fois que la NLU a fait son travail, elle va passer la main à ce qu'on appelle une skill. Donc une skill, c'est une application vocale. Donc il y a plusieurs types de skills. Il y a des skills qui sont dites natives, qui sont développées par Amazon, et des skills qui peuvent être développés par des tiers. En l'occurrence, pour cet exemple, ça va être une skill d'Amazon qui va être utilisée, et elle va aller voir effectivement quelle est la météo demain. Une fois qu'elle a déterminé la réponse, elle va la transmettre en texte à un composant qu'on appelle TTS, ou Text to Speech, qui va traduire ce texte en audio, donc il va traduire avec la voix d'Alexa, et la réponse va être ensuite renvoyée par le cloud vers le device. Le device va se charger de lire ce flux audio pour répondre à l'utilisateur. Donc en l'occurrence, il va pleuvoir demain. Il y a de nombreuses façons d'interagir avec Alexa. Ça passe pas nécessairement par des produits qui ont un micro. Donc dans ce cas-là, on a des produits qui sont dépourvus de micro, avec lesquels on doit pouvoir envoyer des commandes. Enfin, on va pouvoir envoyer des commandes à ces produits-là. C'est les produits dits Works with Alexa. Donc on a tout un programme qui permet d'implémenter la technologie Alexa ou de supporter ces produits via la technologie Alexa. Et en gros, ça se résume à déclencher des actions. Le déclenchement de ces actions se fait à partir du cloud du fabricant. Donc le fabricant va développer son cloud, ses applications, pour pouvoir maintenir la connexion avec ses produits dans la maison. Il faut, pour pouvoir interagir avec ces produits, un produit compagnon. Donc en l'occurrence une enceinte, ça aurait pu être autre chose, une tablette ou autre, mais une source qui va permettre de capter la demande du client. Et dans ce cas-là, la demande va être envoyée dans le cloud et va passer par les mêmes composants que j'ai listés tout à l'heure. Donc en l'occurrence l'ASR, la NLU, et va envoyer à la skill propre au fabricant la requête du client. Cette requête est transmise ensuite à son cloud pour traitement. Et une fois que ce cloud a fait son travail, la confirmation va être envoyée au device pour que l'utilisateur sache qu'il y a effectivement quelque chose qui s'est passé. Donc j'ai pris l'exemple de la lumière, c'est un des produits qui est très populaire. Par exemple, pour la petite anecdote, à Noël dernier aux États-Unis, Alexa a allumé plus d'une dizaine de millions de fois le sapin de Noël. Donc maintenant qu'on a vu comment ça fonctionnait, comment est-ce qu'on intègre la technologie dans un produit? Comment est-ce que vous aborderiez le design, aussi bien hardware que le développement logiciel, et quels sont les composants matériels à intégrer? Dans un premier temps, il faut se poser la question comment est-ce que l'utilisateur va interagir avec le produit. Est-ce que ce produit va être dans la main, donc proche de la voix de l'utilisateur en permanence? Dans ce cas-là, ce sera sûrement plus simple de déclencher par un bouton.
Donc c'est le cas d'une télécommande. J'ai toujours ma télécommande à portée de main, j'appuie et je déclenche les micros et je vais pouvoir interagir avec Alexa. Une deuxième façon d'interagir, c'est ce qu'on appelle le far field. Donc c'est un produit qui va être positionné dans la maison, on ne sait pas exactement où, et il faut que l'utilisateur puisse envoyer sa commande et déclencher à la voix le fonctionnement d'Alexa. Donc c'est la partie qui est la plus complexe, puisqu'elle nécessite beaucoup plus de composants hardware pour gérer proprement le son. Et envoyer vers Alexa la voix et la requête la plus intelligible. Donc c'est sur ce mode d'interaction, dit far field, que je vais me concentrer sur les prochains slides. Donc qu'est-ce qu'il faut pour une activation à la voix? Une activation à la voix, c'est d'abord des micros, il faut pouvoir la capter. Il va falloir pouvoir enregistrer la partie, la demande du client. On va falloir déterminer le nombre de micros qu'on va mettre dans le produit. Donc le nombre de micros, ça va être 1, 2, 4, 8 ou plus, on peut imaginer plus. Et ce nombre de micros va être déterminé par la position d'une part du produit dans la maison et d'autre part l'environnement. C'est-à-dire que le produit peut être au milieu de la pièce, donc à ce moment-là, il faut pouvoir capter le son en 360 degrés. Donc on va aller plutôt sur du 4, du 7 ou du 8 micros. C'est le cas d'une enceinte, que ce soit un Echo ou une enceinte Jingo. Sur un autre modèle, ça va être plutôt un produit qui va être sur le mur. Donc dans ce cas-là, on ne va pas forcément avoir besoin d'autant de micros. On peut aller sur 2 ou 3, ça va être plus directionnel, on va être à 180 degrés. Donc le nombre de micros est vraiment déterminé par la position du produit dans la maison. La deuxième chose à gérer, c'est une fois que j'ai capté le son de ma requête de l'utilisateur, il va falloir que je nettoie l'environnement et le bruit de fond. Le produit peut être dans une cuisine, peut être dans un salon, il peut y avoir de la musique qui tourne derrière, il peut y avoir un four ou autre. Il va falloir distinguer qu'est-ce que la requête, qu'est-ce que la voix, qu'est-ce qui est du bruit. C'est le rôle de ce qu'on appelle un audio front-end, ou AFE. Cet audio front-end, ça va être un composant hardware ou software. Principalement, ce sera plus souvent du composant hardware, qui va intégrer un certain nombre d'algorithmes audio qui vont être en charge de faire ce nettoyage. Donc le but est vraiment de faciliter la compréhension à Alexa, donc d'envoyer une requête qui est vraiment propre. Rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'être un expert audio et de l'acoustique pour pouvoir intégrer Alexa dans vos produits. On a développé un certain nombre de partenariats avec ces 10 experts. On fournit sur notre site web une liste de partenaires qui fournissent des références design. Les références design, ils vont se composer d'une part de ces algorithmes audio, donc des chipsets qui vont être chargés de nettoyer la requête, et d'autre part de micros avec différentes configurations, donc un peu celles que j'ai mentionnées, en 360, en 180 degrés, avec 2, 3, 7, 8 micros. Pour développer un produit, je vous conseille de prototyper. L'ensemble de ces références design peuvent se brancher à des Raspberry Pi. Donc vous pouvez développer votre software, tester. Je vous conseille d'en tester plusieurs, on est rarement bon du premier coup, et de pouvoir vous faire la main sur ce genre de prototype afin d'une part d'appréhender les concepts et d'autre part de développer le meilleur produit possible. Le deuxième composant à regarder et à intégrer dans votre produit, c'est ce qu'on appelle le wake word. Donc, c'est la détection d'un mot-clé. Quand je dis une phrase, quel temps va-t-il faire demain, normalement il ne se passe rien. Par contre, si je dis Alexa, il va se détecter, il va lancer le composant software. Donc c'est le rôle du wake word engine. Le wake word engine est un composant software qui va tourner soit sur le CPU, soit sur ce qu'on appelle un DSP.
qui est en gros un processeur dédié. L'endroit où tourne le Wake-Word Engine va déterminer un peu sa taille, sa performance. Et donc, à vous de voir quel Wake-Word Engine vous voulez utiliser. Il y a beaucoup de fournisseurs qui sont sur le marché. En fonction de votre design, vous allez pouvoir aller choisir tel ou tel fournisseur. Donc pareil, je vous conseille d'en essayer plusieurs, de mesurer les performances, d'évaluer la taille, et évidemment le coût est forcément dans l'équation. Mais ce qui est important, c'est d'en essayer plusieurs. Une fois que la partie hardware, donc les micros, l'AFE et le composant de Wake-Word sont choisis, il va falloir écrire du software. Donc ce software, il va gérer l'interaction avec le cloud d'Alexa. Ce software peut être développé from scratch, comme on dit, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait prendre les API qui sont définies sur Amazon Alexa et commencer à développer votre software directement contre ces API. Heureusement, on a quand même fourni, on fournit quand même un SDK qui permet de faciliter cette intégration. C'est ce qu'on appelle le SDK AVS. Et donc, je vais en parler plus en détail sur les prochains slides. Mais le rôle de ce SDK, c'est gérer toute la complexité inhérente à Alexa et de vous permettre de vous concentrer sur votre développement et sur votre corps métier. Ce SDK utilise les interfaces réseau, donc que ce soit du Wi-Fi ou de l'Ethernet, pour se connecter avec le cloud. Et la chose principale qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer des requêtes ou recevoir des requêtes. Donc envoyer par exemple la demande, quel temps va-t-il faire demain, et recevoir une directive qui est jouée, il va pleuvoir demain. Il faut savoir que les directives peuvent être, les requêtes qui descendent du cloud peuvent être synchrones, donc je réponds à une demande, ou asynchrones. Donc j'ai par exemple enregistré un événement dans mon calendrier et je veux que Alexa me dise à un moment c'est l'heure de te réveiller ou c'est l'heure du rendez-vous. Donc une requête va descendre du cloud vers le SDK et donc de façon asynchrone. Donc il faut que le software puisse le gérer aussi. Les requêtes qui sont montantes, donc qui partent du produit vers le cloud, sont appelées des events. Donc, on rentre un peu dans le jargon d'Alexa et d'Amazon. Des requêtes qui sont descendantes, donc qui viennent du cloud, qui vont vers le produit, sont appelées des directives. À quoi elles ressemblent? En gros, c'est du payload JSON. Donc le payload JSON, vous en avez deux exemples. Donc à gauche, vous allez avoir un JSON qui correspond à un event recognize. En sachant que l'event recognize, c'est en général celui qui est le plus utilisé, qui correspond à j'envoie mon fichier audio de ma requête vers le cloud pour qu'il soit traité par l'ASR, la NLU et les SCIM. À droite, vous avez une directive, en l'occurrence une directive speak, qui est en gros pareil, un fichier audio, qui est la réponse d'Alexa, donc qui est à jouer par le player. Donc le rôle du logiciel embarqué, c'est vraiment de générer ces events, de parser ces requêtes, tout se fait en JSON, et de transformer ces directives en actions. Évidemment, il faut gérer la machine à état inhérente. J'ai parlé de synchrone et asynchrone, ça fait un peu plus que ça, mais il y a toute une machine à état derrière. Je vais prendre un autre exemple. C'est un exemple qui est assez populaire, en l'occurrence un timer. Pour la petite histoire, il y a eu plus de 100 millions de timers que Alexa a mis en route à la dernière période de Noël. Donc pour un timer, même exemple, c'est un peu formalisé différemment, mais en gros j'envoie un recognize event, mets mon timer pendant 10 minutes, et je reçois une directive, j'ai bien mis mon timer pendant 10 minutes. Ça semble assez simple. En l'occurrence, il se passe un peu plus de choses que ça. Il va y avoir un certain nombre d'échanges d'events et directives.
c'est pas juste un envoi, une réponse, il va y avoir un échange et un ensemble de directives qui vont revenir du cloud et un ensemble d'events qui vont partir vers le cloud. Donc, en l'occurrence, là, sur cet exemple-là, il va falloir que je confirme que j'ai bien lu la réponse d'Alexa. Il va falloir qu'il y ait une directive qui arrive qui dise « mets mon timer », une confirmation, un event de confirmation qui dit « j'ai bien mis ton timer », etc., etc. Et vous voyez sur la partie gauche, il y a aussi toute une machine à état dont je parlais tout à l'heure, qui est d'une part jouer le fichier audio qui revient, gérer le timer en local pour qu'il se déclenche plus tard. Le but du SDK d'AVS qu'on fournit, c'est justement d'abstraire toute cette complexité. Donc on a un certain nombre d'échanges qui ont l'air simples, qui sont en fait complexes, et le SDK va fournir la solution pour que vous puissiez vous concentrer sur les autres développements que vous avez à faire. Donc ce SDK, c'est un ensemble de librairies C++ qui sont de niveau de production, donc vous pouvez partir en production avec ces librairies. On fournit des applications d'exemple pour montrer comment on peut les utiliser. Il est fourni gratuitement, il est disponible sur GitHub. Donc libre à vous d'aller le télécharger, d'aller jouer. Il est fourni pour plusieurs plateformes, vous pouvez le faire tourner sur Mac, sur un Raspberry Pi, sur un Windows, peu importe. Mais c'est vraiment, je vous encourage à utiliser ça pour vos développements. C'est beaucoup plus simple que de partir sur l'exemple que j'ai fourni tout à l'heure, qui est d'utiliser les API AVS directement. Donc, quelle est l'architecture de ce SDK? Donc, je montre sur ce slide l'ensemble des librairies qui sont disponibles. En gros, leur rôle, c'est de collecter les requêtes de l'utilisateur, envoyer ces requêtes au cloud, récupérer et traiter là où les directives qui redescendent. Donc comme j'aime bien les exemples, je ne vais pas vous décrire chaque librairie une par une. Je vais prendre un exemple simple qui est « quelle heure est-il » Donc quel est le premier composant qui prend la main? C'est ce qu'on appelle le Shared Data Stream. Shared Data Stream, c'est en gros un buffer circulaire dans lequel va être envoyer toute l'audio qui est captée par les micros. Donc tout ça se passe en local, rien n'est envoyé au cloud. Tant que le mot magique n'est pas dit, il ne va rien se passer. La donnée va être jetée, et on va continuer à enregistrer localement et jeter tant qu'on n'a rien vu. Donc là, sur cet exemple-là, si je dis quelle heure est-il, je vais me retrouver un peu comme Jeff B tout à l'heure, il ne va rien se passer. Par contre, dès que je dis le mot magique, en l'occurrence Alexa, le wake word, Alexa, quelle heure est-il? La machine va se mettre en branle. Donc le composant qui va prendre la main, c'est l'audio input processor. Donc tout ça, c'est des librairies qui sont fournies dans le SDK. Et en gros, son rôle, c'est de récupérer la demande, l'audio en l'occurrence, qui est dans le Shared Data Stream. Il va ensuite envoyer cette donnée vers la Communication Library. Cette Communication Library, comme son nom l'indique, va gérer la gestion du dialogue avec le cloud. Donc il va transformer l'audio, enfin attacher l'audio à un payload JSON dans un event recognize, en l'occurrence. Il va également recevoir la directive qui revient du cloud. On a vu que ça pouvait être une ou plusieurs directives. Ces directives vont être envoyées à ce qu'on appelle le directive sequencer. Donc, le rôle de ce directive sequencer, c'est de recevoir, enfin de remettre dans le bon ordre et de coordonner les actions locales. Ces directives vont être envoyées au Capability Agent, dont le rôle est d'exécuter les différentes actions. Ces actions, elles peuvent être multiples en fonction du device. Donc, par exemple, ça peut être une directive affiche la jaquette de la chanson que je t'ai demandé. Donc, si le device a un écran, le Capability Agent va être capable d'afficher l'image demandée. Ça peut être lis la réponse d'Alexa. En l'occurrence, quelle heure est-il?
Ça peut être déclenche une alarme sur un événement asynchrone, déclenche l'alarme, c'est le Capability Agent qui va gérer ça. Ce Capability Agent va s'appuyer sur ce qu'on appelle la Focus, le Focus Manager Library. Pardon. Cette librairie de Focus, elle a un rôle, si je résume, c'est un rôle de mixeur audio. Il peut y avoir de la musique qui est en train de jouer. Il faut que l'utilisateur entende d'une manière intelligible la réponse d'Alexa. Donc il va être en charge de mixer l'audio, donc de baisser l'audio de la musique, de mettre en priorité la réponse, et inversement, quand c'est fini, de remonter l'audio, parce que l'utilisateur il veut toujours écouter sa musique. Et donc, in fine, la réponse d'Alexa va être jouée par le lecteur local et va dire il est 3h20. Donc, pour résumer, le rôle du SDK AVS, c'est vraiment d'abstraire cette complexité et de cacher tout ce qu'il y a sous le moteur. Il va permettre de vous concentrer sur vos développements. Vous avez sûrement des produits qui ont des particularités et qui nécessitent aussi du développement en software. On vous fournit ce SDK pour que vous puissiez vous appuyer dessus et vous concentrer sur votre cœur de métier. Je pense que la plupart des gens dans la salle sont capables de développer avec ces outils. Donc on fournit des outils pour du développement, donc le SDK AVS, le Reference Design, les Reference Design, qui vont vous permettre de construire votre produit. Certaines entreprises n'ont pas forcément les moyens ou les envies de faire toute cette partie de développement, donc on fournit un certain nombre de liens vers des partenaires qui sont capables de proposer des solutions, que ce soit des solutions custom via des systèmes intégrateurs qui vont être capables de fournir aussi bien des modules hardware, donc les micros, les algorithmes audio, l'AFE, que du développement logiciel, que ce soit du développement custom, donc qui vous fournissent des librairies un peu comme le SDK AVS, mais plutôt spécifié par vous, par rapport à une spec fonctionnelle que vous définiriez, ou s'intégrer directement dans votre produit. Ils peuvent faire aussi du développement pour vous dans votre produit. Ils peuvent aussi développer l'applicatif, si vous avez besoin d'une solution d'application compagnon. Donc tous ces systèmes intégrateurs sont listés sur une page dédiée sur notre site web. Donc n'hésitez pas à aller la consulter si vous êtes dans ce besoin. Une autre forme de partenaire, c'est donc des ODM. Donc eux, ils peuvent fournir des solutions en marque blanche. Ça adresse le time to market. Vous pouvez vous concentrer sur la définition de vos produits. Ils le fabriquent pour vous. Vous choisissez sur un catalogue en fonction de vos besoins. Il y a de nombreux designs qui sont déjà disponibles, qui sont déjà passés par tout le processus de certification d'Amazon. Que ce soit des speakers, des devices avec écran, des radios, des lampes, des thermostats. Donc pareil, on a une page dédiée qui vous permet d'avoir accès à tous ces ODM. Avant de conclure et de passer la main sur de cette présentation, il y a quelques autres sujets qu'il faut avoir en tête quand on développe un produit au niveau d'Alexa. Le but, c'est de commercialiser le meilleur produit sur le marché. Donc d'abord, garder la confiance du client. Donc ça passe par des demandes de sécurité et de respect de la vie privée. Donc on a un certain nombre de requirements autour de la sécurité, que ça passe par des librairies software, des versions de librairies software, que ça passe par des audits de sécurité de compagnies externes, mais aussi par des demandes hardware, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un mute sur le bouton, il faut que l'utilisateur puisse couper les micros et être confiant qu'il n'est pas écouté. Donc tous ces prérequis, en quelque sorte, sont aussi listés sur une page dédiée de notre site. Et c'est des choses sur lesquelles on fait très attention quand on développe un produit. Testez votre produit.
on fournit tout un tas de ressources, que ce soit au niveau de la sécurité, comme je l'ai mentionné avant, mais aussi tout un tas de listes, on va dire de checklists, pour que vous puissiez développer, que vous sachiez comment tester, que ça soit aussi bien au niveau fonctionnel, donc comment Alexa doit répondre, que ça soit au niveau user experience, comment est-ce que l'utilisateur se log sur Amazon, que ça soit au niveau des retours visuels. Il faut que, par exemple, quand j'appuie sur le bouton mute, le speaker ait un retour visuel pour indiquer à l'utilisateur qu'il est effectivement mute, que quand Alexa parle, vous avez sûrement noté la ring bleue autour de l'écho. L'ensemble de nos devices sont, que ce soit chez AVS ou chez Amazon, vont avoir des fonctionnements similaires. Ils vont avoir un retour visuel. Donc une expérience qui permet à l'utilisateur de toujours savoir ce qui se passe. Quand on développe un produit basé sur AVS, il y a une certification à passer. Donc ça passe dans nos organismes de certification aux États-Unis. Donc il y a une certification fonctionnelle, une certification au niveau de l'expérience utilisateur, au niveau de l'acoustique. Donc est-ce que le produit répond bien, est-ce qu'il ne répond pas trop, et une certification au niveau de musique. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur les solutions qu'on fournit, donc que ce soit les références design ou les SDK software, mais aussi sur nos partenaires. Tous ceux qui sont listés sur notre site ont été qualifiés par les équipes d'Amazon et vous permettront d'avoir un produit rapidement sur le marché. Je vais laisser maintenant la parole à François, qui est donc, je le rappelle, directeur du programme Jingo chez Orange. On a travaillé ensemble pour intégrer la technologie Alexa dans le speaker, et il va vous faire part de cette expérience. Deuxième essai. C'est mieux? Ok. Donc mon nom est François Lefebvre, je suis responsable du programme des assistants conversationnels chez Orange, qu'on appelle Jingo. Et je suis là aujourd'hui parce que Orange et Amazon ont décidé d'intégrer les assistants dans la future enceinte d'Orange. Et donc on est au milieu de cette intégration que vient de décrire Laurent. Donc d'abord, elle n'est pas terminée, on va peut-être découvrir d'autres choses, donc c'est une contribution un peu intermédiaire que je vous fais aujourd'hui, et modestement on va vous dire où on en est et éventuellement les joies et les souffrances que ce type d'intégration peut vous amener à rencontrer. Alors, j'espère que vous êtes bien illuminés. L'intégration elle-même est essentiellement dépendante du contexte technique que vous allez mettre en place, et c'est important que je passe 2 minutes à vous dire ce que c'est que Jingo, parce que ça impacte évidemment la profondeur et la complexité de l'intégration avec Alexa. Donc Jingo, c'est assez simple, c'est l'assistant d'Orange qui a pour vocation à donner accès aux services Orange dans un mode de langage naturel. Donc pour répondre aux attentes de Jeff Bezos devant sa chaîne IFI, voilà, Jeff pourra, grâce à l'assistant d'Orange, demander d'ouvrir sa télé d'Orange, pourra télécommander ses services de communication Orange, passer des appels, envoyer des SMS, jouer de la musique via nos partenaires, puisque vous savez que Orange est distributeur de Deezer, et puis piloter sa maison via les offres de domotique d'Orange. Donc c'est le cœur de la promesse de Jingo, qui sera complété par quelques services essentiels de partenaires tiers, mais qui est essentiellement concentré sur l'interface avec l'univers des services Orange. Alors ces services sont d'ailleurs déjà en partie disponibles, puisque Jingo a été lancé l'année dernière pour le service de la banque. Il est également disponible via une application mobile pour piloter la télé d'Orange. Donc aujourd'hui existe l'interface de Jingo via une application mobile, et le futur de Jingo, c'est d'être porté dans une enceinte, d'abord de cette taille-là, que vous pouvez aller admirer dans les salons à l'étage du dessous sur le stand d'Alexa, puis très rapidement suivi par un modèle très similaire mais de taille inférieure,
que vous voyez sur la droite. Et enfin, important également, porté dans la télécommande de la télévision d'Orange. Donc la grande différence entre ces différents points d'interaction, c'est que certains sont far field, comme le disait Laurent, et puis d'autres sont near field, c'est-à-dire que la télécommande a bien un micro, mais va se déclencher avec un bouton, et donc a des impératifs en matière de détection et de qualité audio qui sont radicalement différentes. Donc on va passer quelques minutes à vous décrire ce qu'il en est de faire interagir deux intelligences artificielles, deux agents conversationnels au sein d'une même enceinte. Ce qui rend ce qui enrichit ou complexifie un peu les opérations d'intégration. Donc dans cette enceinte, typiquement, vous aurez accès à l'assistant d'Orange en invoquant le mot de réveil ou wake up word OK Jingo, et vous aurez de la même façon qu'au sein d'une enceinte Echo, accès à l'ensemble des services Alexa en invoquant le wake up word d'Alexa. Donc voilà pour le point de départ. Alors maintenant, on va essayer de parcourir un certain nombre de petites leçons retenues et de nouveau qui sont intermédiaires, mais qui ont été identifiées comme étant suffisamment importantes pour peut-être être intéressantes pour certains d'entre vous. Donc les 3 points essentiels que je vais parcourir sont les prérequis hardware et composants, les problématiques de développement et d'entraînement du Wake Up Word, et puis des aspects spécifiques en matière du X visuel et sonore. La première chose que je veux dire, c'est que avec les petites entreprises comme Amazon, l'avantage c'est qu'en général les choses sont bien faites. Tout ce qui est documentation en ligne et assistance sont très précises. Et vous avez vu que la première enceinte date de 2014. Alors c'est pas un produit qui est encore très ancien, mais néanmoins Amazon a déjà fait un certain nombre d'intégrations nombreuses et avec succès. Donc toute cette documentation est tout à fait utile. Ce qui va revenir tout au long de la présentation, c'est l'importance de la communication et de la coordination avec Amazon, parce que le diable est dans les détails, et il y a toujours des petites choses qui sont très importantes à partager en amont, notamment pour stabiliser des éléments d'expérience utilisateur. Et il ne faut pas hésiter à déclencher des dialogues le plus tôt possible pour s'assurer qu'on n'en rate pas. Alors, un mot sur le hardware. Je ne vais pas être très très long, mais le fait est que même si on a maintenant 4-5 ans d'expérience, enfin l'industrie, on a 4-5 ans d'expérience sur le sujet, on n'est quand même pas tout à fait sûr de savoir où vont fonctionnellement tous ces assistants. On pense que les usages vont se développer, et avec les usages viennent les demandes, que ce soit en RAM, en CPU. Et donc il faut être un petit peu prudent. D'abord il faut être créatif. Vous avez un besoin aujourd'hui, vous en aurez un autre demain. Il y en a peut-être un auquel vous n'avez même pas pensé qui arrivera après-demain. Et donc il faut bien réfléchir à ça. Là encore, appuyez-vous sur Amazon qui a déjà un cahier des charges très riche de fonctionnalités avancées et qui peut vous aider à dimensionner un certain nombre d'éléments comme la RAM et le CPU. Et une fois que vous avez fait votre calcul, n'hésitez pas à en rajouter un bon 20-25% de spare pour vous assurer l'évolutivité de votre équipement. Bon. Le deuxième point, c'est l'AFE, donc l'audio front-end, la chaîne audio. La chaîne audio, c'est la courroie de transmission de tout le système. Donc, nous, ça a été 80% de nos ennuis dans les derniers mois, enfin de nos ennuis en tout cas, de notre préoccupation. Si la chaîne audio marche pas, c'est pas la peine de lancer un assistant conversationnel. Donc,
c'est très important d'investir beaucoup de temps. Tu l'as dit, Laurent, d'abord pour les comparer éventuellement, et puis être en mesure de les tester, c'est-à-dire d'avoir les compétences et les ressources pour le faire. Donc le deuxième angle, c'est le wake-up word. Alors si l'AFE c'est la chaîne de transmission, le wake-up word c'est vraiment c'est la vitrine. Hein. C'est ce qui se voit le plus. C'est la première déception potentielle de votre client. La première frustration du client, c'est qu'il parle à son assistant et puis il n'y a rien qui se passe parce que le wake-up word n'est pas déclenché. Après, il pourra s'apercevoir qu'il a bien entendu quelque chose, mais il a entendu n'importe quoi, ou alors qu'il a entendu les bons mots, mais il a compris n'importe quoi. Alors c'est soit donc c'est l'ASR et le NLU qui fonctionneraient pas. En tout cas, l'entrée en matière, c'est le wake-up word, et le wake-up word, il faut le soigner, c'est essentiel. Alors, là encore, le message, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'investissement que vous avez à faire dans le développement d'un wake-up word. Je précise ici qu'on est dans un contexte où il y a bien un double wake-up word. Si vous intégrez uniquement le SDK d'Alexa pour avoir Alexa dans votre device, vous n'avez pas à faire ce travail-là. Donc, la clé de l'entraînement du wake-up word, comme souvent dans toutes les thématiques d'intelligence artificielle, c'est l'enrichissement des bases de données sur lesquelles sont basés les modèles qui vont permettre le fonctionnement du wake-up word. Donc, c'est un travail c'est pas un travail de codage, hein, c'est un travail de mettre des gens dans une salle qui est organisée pour ça, avec des paramètres acoustiques particuliers, avec des bruits de fond particuliers, à des distances définies, avec des sons de voix le plus multiples possible. En tout cas, se remettre dans un contexte qui aille chercher au plus divers de la nature humaine pour que le wake-up word fasse face à toutes les situations possibles pour fonctionner correctement. Donc un gros travail à faire de ce point de vue-là. C'est un travail d'horloger, c'est-à-dire que ce soit l'interaction entre deux wake-up words et l'articulation entre les différentes couches qu'on a citées, wake-up word, ASR, NLU, et au sein du NLU, la cohabitation des différents services, on est vraiment dans l'horlogerie. Et pour vous donner un exemple, quand vous êtes en train de faire le tuning pour que les wake-up words fonctionnent correctement, il se peut que d'un seul coup vous atteigniez des performances magiques sur l'un et puis que l'autre s'effondre. Voilà, c'est un domaine qui relève un petit peu de la sorcellerie parfois, et du coup il faut avoir les nerfs un peu solides et pas hésiter à prendre son temps pour que les choses fonctionnent correctement. Une fois que le modèle est stabilisé, la création elle-même du wake-up word, c'est pas quelque chose de très très long ni compliqué. Il y a une donnée indicative ici de 2 semaines, simplement pour dire que c'est pas la partie la plus importante. Alors, la deuxième phase du wake-up word, c'est son ajustement. Alors, une fois qu'on croit que ça marche, il faut quand même le vérifier. Et donc, il y a 3 étapes importantes. D'abord, il faut que, quand vous lui parliez, le wake-up word se déclenche. Alors, je pense que j'ai commencé par le deuxième, fausse alarme, faux rejet. Donc fausse alarme, c'est quand vous dites rien et puis que le speaker se déclenche. Alors ça, c'est typiquement un double problème. C'est un problème d'insatisfaction d'expérience utilisateur. C'est horripilant d'avoir un speaker qui se déclenche alors que vous lui avez rien demandé. Et puis c'est extrêmement anxiogène parce que ça donne l'impression qu'il y a quelqu'un que vous n'avez pas invité chez vous. Et du coup, ça relève, ça fait rejaillir les angoisses autour de la sécurité dont on entend régulièrement parler. Donc c'est très important qu'il n'y ait pas de déclenchement intempestif. Et donc le seuil, la calibration du seuil de déclenchement est quelque chose à faire avec beaucoup de soin. Inversement, il ne faut pas que le speaker soit sourd. Donc là encore, il y a un équilibre entre les deux. Et enfin, donc tout ça est associé à
à des seuils qui sont des métriques qui sont parfaitement définies chez Amazon et qui font partie des critères de la certification. Et le troisième point, c'est le taux de succès du traitement d'une requête de bout en bout. Donc il y a une batterie de requêtes standards qui sont proposées dans des environnements sonores déterminés également. Et il s'agit de s'assurer que de bout en bout, la chaîne audio et d'intelligence artificielle fonctionne correctement. Tout ça nécessite un peu d'investissement. Je le note en matière d'environnement et matériel de traitement. Ça ne peut pas se faire à l'arrière d'une salle de réunion. Il faut quand même un petit peu, avoir des environnements acoustiques de qualité, des équipements et puis un peu d'expertise si vous le faites vous-même. Je vais terminer par quelques considérations d'un point de vue expérience utilisateur. Alors bon, ça va assez vite. Très rapidement, il faut faire attention à ce que ce qu'on appelle les premières connexions, le first time usage, soit bien clair pour le client. L'intégration du SDK d'Amazon est assez simple de ce point de vue-là. Il s'agit que dans vos propres applications mobiles compagnons qui vont avec vos assistants, vous mettiez en place les chartes de capture de login password d'Amazon et que la mise en visibilité des services Amazon soit conforme également aux règles d'Alexa, ce qui ne présente pas de complexité particulière. Ce qui est plus tordu, c'est la gestion des commandes partagées. Alors là encore, c'est quelque chose qui n'a de sens que si vous avez un double assistant, mais nous on pense que c'est un peu le sens de l'histoire, donc ça vaut le coup d'être partagé. Il se trouve que quand il y a deux assistants, vous avez compris que dans le setup que je vous ai exposé, chaque assistant répond à son mot de réveil. Donc typiquement, je vais dire OK Jingo, joue de la musique. Jingo va se mettre à jouer de la musique. Et puis ensuite, je vais oublier qui a joué de la musique et je vais dire Alexa, stop. Et ben, Alexa va pas stopper la musique parce que c'était Jingo qui était en train de la jouer. Donc ça, c'est typiquement là encore quelque chose qui n'est pas acceptable du point de vue de l'expérience utilisateur. Et du coup, il faut mettre en place un certain nombre de commandes partagées pour éviter de mettre l'utilisateur dans un cas de blocage ou en tout cas dans un cas où il a à réfléchir à quel assistant est en train de travailler. Alors, c'est quelque chose qui est... on en a bien défini un certain nombre d'éléments, d'angles aujourd'hui. On pense que c'est quelque chose à surveiller dans la durée, qu'on va continuer à découvrir progressivement. Et donc, il est évidemment essentiel d'observer les usages et les comportements dans la durée pour ajuster au fur et à mesure ces opérations de déblocage et en conclusion de donner le droit à l'erreur à l'utilisateur. Enfin, le dernier point, c'est sur le comportement de l'enceinte elle-même en matière d'expérience utilisateur. Ce qui est important ici, c'est qu'il faut à la fois que le comportement de l'enceinte ne soit pas ambigu d'un point de vue de l'utilisateur quant à l'assistant qui est en train de fonctionner. C'est-à-dire qu'on doit savoir à qui on s'adresse quand on parle à l'enceinte et les réactions les réactions de l'enceinte, qu'elles soient sonores ou visuelles, doivent être suffisamment discriminantes pour savoir où on est et pas être perdu. Et puis inversement, il ne faut pas que cette discrimination entre les deux assistants fasse que l'usage de l'enceinte qu'on en fait réclame un effort de la part de l'utilisateur pour s'adapter à chacun des assistants. Alors, je vais vous donner des exemples très simples. Sur l'assistant sur Jingo, que vous pouvez voir ici, il y a un touchpad, comme souvent,
Et puis voilà, on monte le son en tournant le doigt sur la surface du touchpad. Bah, il n'est pas question que pour monter le son chez Jingo, on tourne à droite, et puis pour Alexa, on tourne à gauche. Donc c'est aussi simple que ça, mais l'harmonie des commandes partagées doit être soignée. Et puis un autre exemple, alors un contre-exemple, c'est-à-dire pour permettre, malgré une harmonie, permettre une discrimination entre les différents assistants, on peut jouer avec les LED et par exemple faire réagir visuellement l'enceinte d'une couleur légèrement différente en fonction de l'assistant qui sera invoqué. Bien. Ce sont là encore, alors là on est vraiment dans le domaine de la poésie, hein, parce que c'est des choses qui sont en cours de raffinement. Il n'y a pas de théorie très établie. La seule théorie, c'est d'observer le client, les faire interagir le plus possible en mode FUT, et en collaboration avec Amazon, éliminer le maximum de friction et maximiser cette harmonie. Voilà, mon dernier slide, simplement pour récapituler la séquence par laquelle vous allez passer pour intégrer Alexa. La première étape, c'est un audit de sécurité. Cet audit de sécurité est externe, donc il ne faut pas oublier le temps et l'argent que ça coûte. Le deuxième point, ce sont des tests internes de pré-certification. Donc ça, c'est quelque chose qui est optionnel, c'est-à-dire faire passer entre les mains de testeurs, quelques centaines au minimum, le service pour s'assurer que fonctionnellement tout le monde est content. Nous, on le recommande évidemment beaucoup, puisque c'est l'étape qu'on est en train de terminer et qui a été la plus riche d'enseignements. Et puis après, le processus de certification lui-même qui consiste essentiellement en une auto-évaluation. Donc Alexa fournit un cahier des charges et un cahier de tests que vous pouvez faire tourner de votre côté jusqu'à ce que vous en soyez satisfait. Une fois que vous l'êtes, vous fournissez vos équipements à Amazon qui déroule sa certification. Et le processus s'arrête là. Donc beaucoup de planning, d'anticipation, d'attention à l'expérience utilisateur et d'attention à la qualité de la chaîne audio. Ce seraient les points que voilà, j'aurais voulu partager aujourd'hui avec vous. Merci. Merci François. Juste en conclusion, donc si vous planifiez toutes ces activités, tout va bien se passer sur l'intégration de la voix. C'est pas si compliqué que ça. On fournit tout un tas d'outils et on sera ravis de vous aider, de vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter pour le faire. Je serai dans l'espace innovation dans la prochaine heure. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Je vous remercie.